Alors, dans ce cours, nous allons commencer d'abord par voir la cartographie des fonctions réglementaires. Une meilleure compréhension de cette cartographie va nous permettre de bien déterminer le positionnement de l'utilisation de l'instrument réglementaire comme outil de gestion des risques. Alors, bien entendu, pour ce faire, nous allons utiliser, bien entendu, les lignes directrices et la guidance du Codex Alimentarius, c'est-à-dire de l'autorité de réglementation des aliments, ou plutôt de l'organisation internationale qui régimente la façon dont les aliments doivent être réglementés et codifiés à l'échelle internationale. Donc, dans ce qui suit, nous allons examiner les principales fonctions de la réglementation des aliments. Et bien entendu, pour ce faire, nous allons utiliser les directives du Codex Alimentarius, notamment les principes et directives qui régissent les systèmes nationaux de contrôle des aliments, à travers la norme, ou plutôt les lignes directrices que l'on appelle CXG 82-2013. Et nous allons également nous baser sur les meilleures pratiques en matière d'opération de la réglementation des aliments. Donc, comment notamment est-ce qu'on peut positionner la gestion des risques en utilisant l'instrument réglementaire? Alors, dans un des cours de la concentration sciences réglementaires des aliments, notamment dans le cours de politique réglementaire des aliments, vous avez dû voir la façon dont une autorité réglementaire des aliments agit et les lignes directrices à cet effet. Alors, nous n'allons pas reprendre tout ce qui a été étudié dans ce cours, mais nous allons essayer d'en rappeler l'essentiel. Alors, une autorité compétente des aliments, une autorité réglementaire des aliments, est une autorité qui essentiellement ancre ses actions et ses opérations dans un cadre législatif. Donc, on a besoin en fait d'une législation qui donne l'autorité à l'autorité compétente de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir prendre des décisions qui ont un effet de loi. Donc, cela vient de la législation. Et la législation donne autorité normalement à l'autorité compétente de pouvoir développer des décisions dont certaines pourraient être justement des décisions réglementaires. Alors ces décisions-là permettent de développer, d'établir, de mettre en œuvre, de maintenir et d'appliquer ce que l'on appelle un système national de contrôle des aliments. Alors, pour toutes les décisions en matière de sécurité sanitaire des aliments ou en matière de nutrition, ces décisions doivent être fondées sur l'application des principes de l'analyse des risques alimentaires. Et il y a un cours dédié à justement l'application de ces principes de l'analyse des risques alimentaires dans le cadre encore de la concentration sciences réglementaires des aliments. Alors, toutes les décisions en matière de sécurité sanitaire et en matière de nutrition doivent se faire sur les principes de l'analyse des risques. Est-ce que ça veut dire que toutes les décisions doivent être réglementaires? Non. La réponse est non. C'est la base des décisions qui doivent se faire sur les principes de l'analyse des risques, qui, je vous le rappelle, en fait, contiennent trois éléments: une évaluation des risques, la gestion des risques et la communication des risques. Alors, l'autorité compétente est là aussi pour s'assurer que toutes les opérations de réglementation se font en fait en observant justement cette base de l'analyse des risques et de s'assurer non seulement du développement de ces décisions qui peuvent être des décisions réglementaires et donc des décisions normatives, mais également de s'assurer que ces décisions sont suivies des faits, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'avoir une conformité ou l'application de ces décisions par les parties réglementées. Et donc, vu que l'ensemble des décisions, notamment en sécurité sanitaire et en nutrition, doivent se baser sur l'analyse des risques et que
Dans l'analyse des risques, il y a une composante d'évaluation des risques qui est en fait une composante d'évaluation scientifique. Une autorité compétente des aliments doit être soutenue par une capacité scientifique, notamment une capacité scientifique pour l'évaluation des risques, mais également une capacité scientifique pour pouvoir générer des données. Et souvent, pour générer des données, nous avons besoin de données de laboratoire. Alors maintenant, vous allez me poser la question, qu'en est-il pour d'autres aspects dont pourrait s'occuper une autorité compétente des aliments? Par exemple, les aspects de qualité alimentaire, par exemple, les aspects liés notamment à la gestion de la fraude, mais qui n'entache pas ou qui n'impacte pas la sécurité sanitaire. Donc, par exemple, tout ce qui tient aux allégations, mais pas aux allégations santé. Par exemple, en disant que ce produit est un produit local, que ce produit est un produit biologique, que ce produit a été, par exemple, produit dans des conditions qui respectent l'équité salariale, qui respectent l'équité en termes de respect, par exemple, des ressources qui sont allouées aux producteurs alimentaires, donc le fair trade, par exemple, des allégations de ce genre-là. Alors, est-ce que ces décisions-là ne doivent pas reposer sur les principes de l'analyse de risque? En fait, là, on ne parle plus de risque, mais on parle que ces décisions-là, même si elles ne sont pas des décisions de sécurité sanitaire et elles ne sont pas des décisions de nutrition. Donc en fait, d'ailleurs, elles émargent sur un autre volet des accords internationaux de l'OMC. Hein, on parle en fait des obstacles techniques au commerce. Eh bien, ces décisions-là ne peuvent pas non plus être arbitraires. Notamment lorsque ce sont des décisions réglementaires, parce que ce sont quand même des décisions de gestion. Elles doivent être soutenues par une base fondamentale de données, d'informations, c'est-à-dire qu'elles doivent être justifiées. On ne peut pas prendre des décisions arbitraires. Et là, vous apprenez un premier fondement de l'aspect décisionnel en termes de réglementation des aliments, c'est qu'aucune décision ne pourrait être jugée arbitraire, et si elle l'est, ça veut dire que la robustesse du système décisionnel est entachée. Alors c'est pour ça que on parle de base scientifique pour tout ce qui concerne la sécurité sanitaire des aliments, mais également la nutrition. Et quand on parle des aspects non sécurité sanitaire et différents, donc les aspects de qualité, là on parle en fait d'une base de fardeau de la preuve, donc d'une justification robuste, d'une justification acceptable par rapport aux décisions qui pourraient être prises dans ce domaine-là par une autorité compétente. Alors, si on essaye de schématiser les fonctions et les responsabilités qui peuvent être assumées par une autorité compétente des aliments et comment est-ce que ces responsabilités sont organisées. Vous allez voir que nous allons les représenter sous la forme de deux directions horizontales. La première direction horizontale est en fait une direction qui parle de l'ensemble des fonctions réglementaires horizontales. Et puis la deuxième, si vous voulez, direction horizontale, ce sont les éléments qui vont permettre à l'autorité compétente d'agir et de prendre ses décisions. Alors, pour reprendre, bien entendu, un élément fondamental dont on a parlé auparavant, il faut que l'ensemble des décisions soient basées sur un ancrage dans la législation qui donne autorité donc de réglementer. Puis par la suite, nous allons voir que l'autorité compétente va exercer ses fonctions d'abord en sortant des règles, donc en imposant finalement des décisions qui vont avoir un aspect, si vous voulez, obligatoire, mais également des lignes directrices sous la forme finalement de direction d'application. Alors, ces règles peuvent s'appliquer sur l'ensemble des aliments et c'est ce que l'on appelle les normes alimentaires, par exemple, autoriser un additif, par exemple, développer une limite maximale pour un contaminant alimentaire, par exemple, déterminer des critères acceptables microbiologiques pour un aliment,
ou décider des conditions de production alimentaire, notamment de ce qui peut être utilisé en conjonction de la production des aliments, comme l'autorisation de produits ou de substances à usage vétérinaire ou l'autorisation de substances phytosanitaires comme des pesticides. Donc là, c'est un aspect de on sort des règles dont certaines vont être en fait des règles qui sont imposées de façon obligatoire et là, lorsqu'elles sont imposées de façon obligatoire, c'est ce que l'on appelle user de l'instrument réglementaire, c'est-à-dire rendre ceci obligatoire par l'obligation qui est donnée par la législation. Il y a un deuxième aspect de règle qui est en fait de gérer la façon dont la production alimentaire va se faire. Et notamment, en fait, la façon, si vous voulez, dont une entreprise devrait se comporter pour pouvoir opérer. Alors là, il s'agit par exemple de sortir des règles de ce que l'on appelle les programmes préalables, donc les conditions pour qu'un établissement alimentaire puisse ouvrir. Aussi les conditions de production des aliments, notamment en imposant par exemple des programmes ou des systèmes préventifs comme les plans HACCP, donc Hazard Analysis Critical Control Points. Et ces directions peuvent être, encore une fois, des lignes directrices, mais elles peuvent être aussi rendues obligatoires, c'est-à-dire que selon les cas, une autorité réglementaire peut imposer qu'il y ait des conditions avant même qu'une entreprise puisse opérer et que ces conditions-là doivent être remplies justement par ces programmes préalables ou par atteindre et documenter certains aspects préventifs qui, notamment, permettent de gérer certains risques alimentaires. Alors, les deux éléments ici, donc en violet et si vous voulez en marron ici, sont en fait ce qu'on appelle les règles. Et ces règles, encore une fois, peuvent être obligatoires ou non obligatoires. Mais après cela, une fois qu'on sort des règles, il faut qu'on vérifie que ces règles sont appliquées. Et c'est là que nous allons avoir ce que l'on appelle les systèmes de vérification de la conformité. Et la vérification de la conformité s'exprime le plus souvent par des fonctions que l'on appelle des fonctions d'inspection. Alors, ceci va s'exercer, bien entendu, pour les produits qui sont produits à l'échelle nationale, mais ça se traduit également par des programmes qui peuvent s'appliquer pour les produits importés, voire même pour des produits que l'on exporte vers d'autres pays. Alors, dans ces cas-là, l'autorité compétente se trouve mandatée par l'autorité compétente du pays qui reçoit ces exportations et donc elle agit pour elle, si vous voulez, comme un moyen de vérification avant que le produit quitte le pays. Alors, quand on vérifie la conformité, il n'y a pas de doute, il va y avoir souvent des situations de non-conformité qui vont être identifiées. Et là, on aboutit à ce que l'on appelle un incident alimentaire. Le plus souvent, un incident alimentaire est défini lorsque nous avons un risque qui est associé avec cet aspect de non-conformité. Et cet incident alimentaire peut même s'accompagner par la détermination, l'identification de maladies d'origine alimentaire, voire même des éclosions alimentaires, c'est-à-dire que nous avons donc un agent qui a été transmis dans plusieurs aliments et qui peut donc finalement impacter plusieurs personnes. Et là, on fait face à une éclosion alimentaire. Et une des fonctions d'une autorité réglementaire, une des fonctions de gestion des risques, c'est justement de gérer ces incidents. Et dans le cadre de la gestion de ces incidents, il y a encore une fois des décisions qui peuvent être obligatoires, donc réglementaires, par exemple, arrêter la production d'un établissement de production alimentaire. Par exemple, fermer l'établissement. Par exemple, rappeler les produits alimentaires. Comme il peut y avoir aussi des fonctions non réglementaires, comme par exemple l'information aux consommateurs, la liaison avec les différentes autorités compétentes dans le pays ou à l'échelle internationale, la liaison avec les autorités de santé publique. Donc ça, ce sont des composantes, si vous voulez, des actions ou des interventions qui ne sont pas nécessairement donc à usage obligatoire. Alors, pour ce faire, une autorité compétente doit avoir des outils. Et ces outils sont exprimés par l'autre direction horizontale. On doit avoir des outils scientifiques, des données, notamment des compétences, des capacités scientifiques. On doit aussi faire usage notamment
des aspects liés au développement de compétences, à l'éducation, à la promotion de la sécurité sanitaire, pour essayer d'avoir des décisions les moins arbitraires possibles. On essaye dans la mesure du possible de développer ce que l'on appelle des politiques réglementaires des aliments. Et vous allez en voir quelques exemples dans le cadre du cours de politique réglementaire. Mais encore une fois, pour pouvoir nous assurer que les décisions ne sont pas arbitraires, la capacité scientifique doit être là et cette capacité scientifique doit comprendre au moins une capacité d'évaluation de risque, une capacité d'analyse de risque et une capacité même de laboratoire, que ce soit des laboratoires qui sont internes à l'autorité compétente ou des laboratoires, si vous voulez, des collaborations qui permettent justement d'avoir des données. Et bien entendu, une autorité compétente doit opérer de façon efficace et efficiente. Et dans ces cas-là, il faut avoir donc une infrastructure, des procédures, des protocoles, des systèmes de prise de décision, une gouvernance. Une gouvernance, c'est-à-dire on sait qui décide quoi et à travers quel instrument, à travers quel système. Alors, ce que l'on vient de décrire pourrait s'appliquer sur tous les aliments, comme il pourrait s'appliquer également par groupe alimentaire qui peut être réglementé. Donc, ce système pourrait être pour une autorité compétente qui réglemente tout, voire même, alors supposez que j'ai l'agence de gestion des produits laitiers. Eh bien, l'agence de gestion des produits laitiers devrait assumer toutes ces fonctions-là. Si on avait un pays, par exemple, qui avait quasiment une agence plutôt par secteur alimentaire, eh bien, quel que soit le secteur alimentaire, vous devez avoir ces options-là ou ces fonctions-là. Maintenant, lorsque l'on parle de secteur alimentaire, on pourrait rendre chaque élément un peu plus spécifique de façon à donner des lignes directrices plus ajustées par rapport au secteur alimentaire. Mais la structure restera la même. Alors, encore une fois, donc là, je suis en train de reprendre, si vous voulez, les éléments qui doivent être existés, une législation dans laquelle sont fondés les systèmes réglementaires. On doit avoir un système d'établissement de normes, on doit avoir un système de vérification de la conformité, on doit avoir une capacité d'intervention dans le cas où il y a des incidents, y compris lorsqu'il y a des maladies d'origine alimentaire. Et bien entendu, l'autre direction horizontale, on doit avoir une capacité scientifique qui nous permet de prendre les décisions, notamment basées sur l'analyse des risques. Et nous devons avoir également une capacité de développement de politiques réglementaires qui permet de limiter l'arbitraire. On a des politiques générales, des orientations stratégiques en matière de sécurité sanitaire des aliments, par exemple. Et bien entendu, on doit avoir une efficacité opérationnelle qui permet de gérer les différents programmes de réglementation des aliments. Encore une fois ici, un rappel, c'est que l'ensemble des décisions de sécurité sanitaire et de nutrition doivent être basées sur les principes de l'analyse de risque, l'évaluation, la gestion et la communication des risques. Cette capacité de baser ces décisions dans l'analyse des risques vous permet de structurer le processus décisionnel, offre un cadre clair et transparent et permet de limiter l'arbitraire de la prise de décision. Avoir un système qui est basé sur l'analyse des risques va permettre de clarifier les rôles et les responsabilités. En général, donc, créer un système d'imputabilité et ça va favoriser la communication et l'interaction entre les différents acteurs de la prise de décision, y compris avec ceux et celles qui vont être impactés par ces décisions, notamment les consommateurs, l'industrie et la société civile. Donc, dans la suite de nos discussions, vu que vous avez vu que l'ensemble des fonctions d'une autorité compétente peuvent être à la fois donc s'illustrer par des décisions qui ont un caractère obligatoire et un caractère non obligatoire, toute la question pour nous est de savoir comment est-ce qu'une autorité réglementaire décide à un moment donné de rendre quelque chose d'obligatoire, donc d'user de la réglementation, et comment est-ce que, dans certains cas, elle va
user d'un autre outil, par exemple de l'éducation, des règles ou des lignes directrices plutôt volontaires. Alors, quand est-ce qu'on utilise ça plutôt que l'autre? Quels sont les critères qui déterminent cela plutôt que les autres? C'est ce que nous allons tâcher donc d'identifier dans le reste de nos discussions dans le cadre de ce cours.